Nous allons donc poursuivre le cours sur les cavités de la tête. Cours numéro 3, la cavité orbitaire. Tout d'abord, un petit rappel de la cavité orbitaire osseuse que nous avons déjà détaillé pour le cours sur les os du crâne et de la face. Donc voici une photo du crâne de vue antérieure. Donc là, vous avez la cavité orbitaire droite avec le dedans et le dehors. Et donc, en correspondance, vous avez le schéma. Donc, tout d'abord, la face supérieure de la cavité orbitaire. Donc, je précise que cette vue-là est une vue antérieure, mais qui est légèrement oblique. Puisque si nous disons de face, nous ne pourrions pas bien voir la partie interne, la face médiane, donc un petit peu oblique. Donc voici la face supérieure qui correspond donc au toit de l'orbite. Donc pour l'essentiel, la face supérieure est constituée par l'os frontal. Donc l'os frontal, je fais une flèche ici, donc il y a une partie, le segment vertical et le segment horizontal. Donc l'os frontal pour la plus grande partie, donc le secteur orbitaire. À noter un petit relief, l'échancrure ou incisure supraorbitaire. Donc c'est un petit canal pour le nerf frontal qui est une branche du 5-1. Il y a également un petit relief qui est une logette pour la glande lacrymale. Au niveau du toit, vous avez également une partie de la petite aile du sphénoïde. Vous avez donc le sphénoïde ici et la petite aile du sphénoïde qui appartient au toit de l'orbite. Donc face supérieure égale frontale plus petite aile du sphénoïde. Maintenant, la face interne ou face médiane ou encore face nasale. Alors nous allons décrire de façon progressive du milieu de la cavité orbitaire vers la partie nasale. Donc vous avez le corps du sphénoïde avec la face latérale, donc ça démarre au niveau du corps du sphénoïde, ici en vert. Ensuite, à côté, vous avez l'ethmoïde avec sa partie qui est appelée lame orbitaire ou également l'os planum. Nous l'avons vu sur le cours des os de la face. Petit rappel, deux petits canaux, les canaux ethmoïdaux. Il y en a un ventral, un dorsal. Ensuite, vous avez l'os lacrymal. Nous verrons tout à l'heure qui va participer au canal lacrymonasal. Et enfin, le processus frontal du maxillaire. Donc là, vous avez l'os maxillaire et son processus frontal, puisqu'il va s'articuler avec l'os frontal, qui est ici. Ensuite, la face latérale. La face latérale, donc en haut, vous avez délimité par la fissure orbitaire supérieure ici. Et vous avez donc la grande aile du sphénoïde, plus ici, en latéral, le processus frontal du zygomatique, puisque le zygomatique va s'articuler ici avec l'os frontal. Donc processus frontal de l'os zygomatique.
pour la partie latérale. Et enfin, quatrième face, la face inférieure, également appelée le plancher de l'orbite. Et là, vous avez donc à ce niveau la fissure orbitaire inférieure. Donc là, c'est un canal semi-ouvert où va se loger le nerf sous-orbitaire qui est une branche du 5-2. Et ensuite, le 5-2 va sortir, va émerger au niveau du foramen infraorbitaire, également appelé trou sous-orbitaire, qui appartient à l'os maxillaire, et donc pour la sortie du 5-2. Donc sur ce plancher, vous avez pour la plus grosse partie l'os maxillaire. Vous avez également une partie de l'os zygomatique et on ne voit pas très bien ici, mais le processus orbitaire du palatin. Donc voici pour les rappels de la cavité orbitaire osseuse. Maintenant, le contenu de cette cavité. Donc voici un schéma qui correspond à une vue supérieure. Donc là, vous avez le dedans et le dehors. Donc une vue supérieure avec un schéma. Et là, vous avez l'œil, ou globe oculaire. Et ce qu'on peut voir, en fait, c'est que cette cavité osseuse, elle est orientée vers l'avant et vers le dehors. Donc, ici, vous avez une coupe qu'on appelle une coupe horizontale d'IRM, où là, vous pouvez voir les yeux, donc les globes oculaires, qui paraissent droits, mais l'axe de la cavité orbitaire est de l'avant vers le dehors, avant, dehors. Là, vous voyez bien l'œil et on devine sur les coupes d'IRM le cristallin, comme nous le verrons plus tard. Ce globe oculaire, ici, est vascularisé par l'artère ophtalmique. L'artère ophtalmique, vous l'avez ici, c'est le numéro 7. Ici, elle passe sous le nerf optique, dans le canal optique, et après elle ressort avec de nombreuses collatérales, dont l'artère lacrymale, l'artère centrale de la rétine et les artères ethmoïdales. La terminaison de l'artère ophtalmique est l'artère dorsale du nez, également appelée l'artère nasale, qui va s'anastomoser avec l'artère angulaire de l'artère faciale. Donc vous avez ainsi une anastomose, carotide interne, carotide externe, puisque l'artère dorsale du nez provient de la carotide interne, alors que l'artère angulaire de l'artère faciale et donc de la carotide externe. Donc vous avez l'anastomose, carotide interne, carotide externe à ce niveau. Donc on voit le globe oculaire avec le nerf optique. Il y a également donc des annexes au globe oculaire qui sont les paupières. On ne voit pas ce schéma ici. On a l'appareil lacrymal avec la glande lacrymale qui est située en dehors et les muscles. Là, vous voyez dessiner ici, par exemple, les muscles qui sont au nombre de 6. Le muscle droit et le muscle grand oblique ou oblique supérieur et le muscle oblique inférieur qu'on ne voit pas sur ce schéma. Et le releveur de la paupière supérieure qui a été coupé ici. Nous allons donc détailler ce contenu. Donc tout d'abord, le globe oculaire. Le globe oculaire est donc situé dans la cavité orbitaire et est constitué de 3 couches, de dehors
en dedans. Une couche externe, fibreuse, une couche moyenne, vasculaire et une couche interne, nerveuse. Voici une photo que vous reconnaissez bien d'un œil, où là on peut voir donc le sourcil, la paupière supérieure, la paupière inférieure, et donc ce qu'on voit, on voit le blanc de l'œil, la sclère recouvert de conjonctive, l'iris qui va donner la couleur des yeux, qui est percé au milieu par la pupille, qui est plus ou moins grosse en fonction de la lumière. Alors, en détail, si on prend une coupe, donc là vous avez une vue de antérieure, une vue de face, et si on coupe au milieu ici, comme ça, et qu'on regarde de profil, donc vous avez l'avant ici, l'arrière de ce côté. Donc vous avez la paupière supérieure qui est dessinée ici, avec une face externe cutanée et une face interne qui sera recouverte de conjonctive, avec ensuite un bord libre ici qui porte les cils. Donc cette couche externe, donc dessinée en jaune vert ici, est composée de la sclère ou couche fibreuse. Donc c'est le blanc de l'œil qui est assez épais, hein, on peut couper au ciseau, hein, qui est assez consistante. Et vers l'avant, vous avez donc ce qu'on appelle la cornée, une sorte de petit hublot. Donc pour ceux qui portent des lentilles, la lentille se met juste dessus la cornée. Et vous avez également donc la conjonctive, on peut dire qu'elle est rattachée à la couche externe. Après cela dépend des anatomistes, mais pour ce cours on peut considérer qu'elle appartient à la couche externe, puisqu'il y a un rôle de protection. Donc la conjonctive, elle est au niveau du bord de la paupière, ici, au niveau de la face interne, et va se mettre au niveau du globe oculaire, ici, donc il y aura un cul-de-sac qu'on appelle le fornix conjonctival. Donc ça ne fait pas tout le tour du globe oculaire, il y a un cul-de-sac, c'est pour ça que quand vous avez perdu vos lentilles, ils ne peuvent pas aller derrière l'œil, donc j'insiste pour ça, puisqu'il y a pas mal de patients qui viennent aux urgences justement pour des motifs de lentilles perdues derrière l'œil. Donc ce n'est pas possible, elles restent coincées dans le fornix conjonctival. La pathologie de la conjonctive est la conjonctivite. Quand vous avez un œil rouge, douloureux, vous pouvez parfois avoir une conjonctivite. Donc là c'était une coupe de profil, et là vous avez le schéma entier où on voit donc cette sclère et devant la cornée. La cornée est donc transparente puisqu'elle est avasculaire, et je rappelle qu'elle est innervée par le 5A. Ensuite, deuxième couche, la couche moyenne, la couche vasculaire. Elle s'appelle l'UV. Vous verrez plus tard en ophtalmologie les affections de cette couche avec les uveites. Donc elle est constituée de la choroïde. La choroïde ici, c'est ce qui est en bleu ici. Donc la choroïde, et en avant vous avez d'une part ici les corps ciliaires qui servent à la production de l'humeur aqueuse, et devant encore plus ici l'iris qui va donner la couleur à l'œil. Donc vous avez en haut et en bas. Donc sur le même schéma ici, vous avez donc la choroïde
corps ciliaire de part et d'autre, et l'iris. Enfin, dernière couche, la couche interne, également appelée la couche nerveuse. Pourquoi nerveuse? Puisque vous avez la rétine, qui est l'organe sensoriel pour la vision. Nous verrons cela en détail sur le cours des organes des sens. En arrière, vous avez donc le nerf optique. Il y aura la papille optique et le nerf optique qui va donc prolonger, et le prolongement de la rétine, qui sera entouré d'une gaine, la gaine du nerf optique. Donc voici pour les différentes couches. Et entre ces couches, vous avez ce qu'on appelle des milieux transparents, donc qui sont avasculaires et transparents. Donc comme je le disais, la cornée, que vous pouvez toucher, donc c'est là où vous mettez votre lentille, la cornée, juste derrière la cornée, entre la cornée et l'iris, vous avez l'humeur aqueuse qui va être répartie en deux parties. Donc, première partie, la chambre antérieure, deuxième partie, la chambre postérieure qui est petite. Et donc le liquide est produit par les corps ciliaires et va passer de la chambre postérieure vers la chambre antérieure. Donc parfois il peut y avoir un blocage à ce niveau et cela peut entraîner le glaucome aigu par fermeture d'angle qui est très très douloureux et qui peut entraîner des nausées et vomissements. Et donc c'est un motif fréquent de consultation aux urgences. Donc retenez, milieu transparent, la cornée, l'humeur aqueuse, donc qui est composée surtout d'eau. Ensuite, le cristallin, qui est une lentille, on appelle lentille biconvexe, puisqu'elle est convexe vers l'avant, convexe aussi vers l'arrière. Et vous savez que cette lentille biconvexe, quand elle est opacifiée, cela s'appelle la cataracte. Et donc les personnes âgées ont parfois la cataracte et donc ils ont une vue qui diminue et ils se font opérer avec un traitement qui consiste à aller broyer et enlever le cristallin et le remplacer par un implant, donc transparent. Donc je précise que pour ce cours et donc pour les questions d'examen, le cristallin est bien un milieu transparent, même si dans le cas de la pathologie, à savoir la cataracte, celui-ci peut être plus opaque. Ensuite, vous avez le corps vitré, qui est ici, qui est constitué d'un liquide qui est très gélatineux et qui donne la consistance au globe oculaire. Donc les annexes du globe oculaire, vous avez donc les paupières que nous avons décrites tout à l'heure, avec un rôle de protection hydrique et mécanique, avec une paupière supérieure qui elle est mobile, alors que la paupière inférieure l'est moins, avec une face externe, une face interne, recouverte de conjonctive, et des bords libres. La paupière supérieure, je vous remontre ici, voilà. Elle a une partie qui est souple en haut et une partie plus rigide en bas, le tarse. Donc si vous êtes amené à retourner votre paupière, donc c'est le cas des gens qui viennent aux urgences, qui ont par exemple un grain de sable qui est coincé sous la paupière et qui donc va rayer à chaque mouvement de la paupière la cornée, vous pouvez être amené à retourner la paupière et donc il faut vous appuyer sur cette partie molle et vous arrivez à retourner votre paupière pour pouvoir enlever le corps étranger qui raye la cornée. Dans les annexes, vous avez également donc l'appareil lacrymal avec la glande lacrymale que vous avez ici, en dehors, qui va donc produire les larmes. Les larmes sont en dehors et vont donc s'écouler grâce au mouvement de la paupière
et ensuite se diriger vers le canal lacrymo-nasal. Donc le début du canal est là, dans le sillon entre l'os lacrymal et le processus frontal du maxillaire. Le canal lacrymo-nasal va donc se prolonger pour communiquer avec les fosses nasales par le méa nasal inférieur. Ensuite, voici les muscles du globe oculaire. Alors, nous avons dit qu'il y avait 6 muscles du globe qui sont donc les 4 muscles droits oculomoteurs. Plus vous avez 2 muscles de l'oblique, 2 muscles obliques oculomoteurs. Et vous avez aussi le muscle au niveau de la paupière supérieure qui est non visible ici mais qui est non oculomoteur. Il ne s'insère pas sur le globe oculaire. Ces 4 muscles droits oculomoteurs vont s'insérer sur ce qu'on appelle le tendon de Zinn. Là, vous voyez le globe oculaire de face. Et si vous l'enlevez, on va voir justement ce tendon de Zinn ici. Le tendon de Zinn est formé par 4 parties, 4 bandelettes. Une bandelette supéromédiane, ici, qui est perforée par un orifice, une bandelette supérolatérale perforée par un orifice, et 2 bandelettes inférieures qui sont pleines. Donc ici, ce schéma correspond au fond de la cavité orbitaire, sans le globe oculaire. Donc là, c'est le haut, le bas, le dedans, le dehors. Et ici, ce que vous avez de dessiné, là, je ne sais pas si vous suivez le trait, cela correspond à la fissure orbitaire supérieure. Donc, si on reprend notre tendon de Zinn, cette bandelette qui est donc supéromédiane, elle est perforée d'un orifice par lequel va passer le nerf optique, donc l'orifice du canal optique, et l'artère ophtalmique. Donc nerf optique, artère ophtalmique. L'autre bandelette, supérolatérale, donc elle entoure une partie de la fissure orbitaire supérieure et donc laisse passer différentes structures, donc le 5-1, le 6, le 3 supérieur et le 3 inférieur. Vous avez donc dans cette bandelette supérolatérale, vous pouvez suivre ici le 6, ou nerf abducens, puisqu'il va aller innerver le muscle droit latéral. Le muscle droit latéral permet le regard vers l'extérieur, c'est-à-dire l'abduction. Donc il paraît logique que le nerf abducens soit pour l'abduction du globe oculaire. Donc le 6 ici. Ensuite, ici, là, vous avez le 5-1, branche du nerf, la branche du nerf 5-1 qui va innerver la partie superficielle de l'œil et les fosses nasales, donc nerf nasal. Donc retenez 5-1. Ensuite, vous avez le 3 qui se divise en 2 branches. Vous avez ici le 3 supérieur, ici, qui va aller innerver le droit supérieur. Donc il va permettre au globe oculaire de regarder vers le haut. En fait, il faut imaginer comme des rênes quand vous faites de l'équitation, quand vous tirez, par exemple le droit latéral, quand vous tirez sur le droit latéral, l'œil va partir sur le côté latéral.
Donc quand vous tirez sur le droit supérieur, l'œil va aller vers le haut. Donc le droit supérieur permet le regard vers le haut, innervé par la branche supérieure du 3. Le 3 supérieur va également vers le muscle releveur de la paupière supérieure. Même si ce n'est pas un muscle oculomoteur, il est innervé donc par la branche supérieure du 5-3. Enfin, la branche inférieure du 5-3 va innerver le muscle droit inférieur qui permet le regard vers le bas et le muscle droit médian qui permet le regard vers le dedans. Enfin, dans la fissure orbitaire supérieure, mais en dehors de l'anneau de la bandelette supérolatérale, vous avez ici donc la fissure orbitaire supérieure qui permet le passage donc des veines ophtalmiques. Il y a 2 veines ophtalmiques pour une artère ophtalmique. Donc 2 veines, une artère. Vous avez ici ensuite les 2 branches du 5-1 avec le nerf frontal, d'où le petit f, et le nerf lacrymal. Enfin, ici, le nerf 4, appelé nerf trochléaire, qui va innerver ici le grand oblique. Le petit oblique n'est pas visible sur ce schéma, mais il est innervé par le 3 inférieur. Si on reprend notre cavité orbitaire, donc cavité orbitaire droite, nous avons le côté nasal, le côté temporal, et donc vous avez le globe oculaire et le muscle droit supérieur ici, 3 latéral, 3 inférieur, 3 médial, l'oblique inférieur ici, et l'oblique supérieur qui va passer par la trochlée. C'est pour cela qu'on appelle le nerf numéro 4 le nerf trochléaire, car il va innerver le muscle oblique supérieur, également appelé grand oblique, qui passe par la trochlée. Donc, en ce qui concerne la pathologie, il y a plusieurs pathologies qui entraînent une atteinte des muscles oculomoteurs. Il faut savoir si vous avez une atteinte du nerf numéro 3, vous avez donc une paralysie du regard vers le haut, vers le bas et vers le dedans, alors que si vous avez une paralysie du 6, vous avez un défaut d'abduction et donc l'œil ne peut pas faire l'abduction et cela entraîne ce qu'on appelle une diplopie. Quand vous avez les deux yeux ouverts, s'il y a le nerf numéro 4 ou le 3 qui est atteint, vous avez une diplopie. Autre pathologie, les fractures. Dans le cas des traumatismes crânio-faciaux, vous pouvez avoir des fractures du plancher de l'orbite et le muscle 3 inférieur reste incarcéré, donc coincé dans cette fissure et l'œil ne peut donc plus aller en haut car le droit inférieur est coincé. Il ne peut plus se relâcher et permettre l'élévation du regard.